Je vais vous donner un petit peu mon point de vue et ma vision de patient. Alors en plus, je suis un patient qui a été soignant aussi. J'ai été patient, soigné, soignant, enfin soignant et après soigné. Donc je suis atteint d'une maladie rare, ça fait 43 ans que je fréquente les hôpitaux. Entre 94 et aujourd'hui, j'en suis à 18 mois d'hospitalisation. Donc je vais un petit peu... avant, je vais faire une parenthèse, puis vous faire part de ce qui a été pour moi un scandale. Pendant le Covid, donc j'ai une connaissance, une infirmière, donc qui est en première ligne en unité Covid, qui a fait toutes ses vacations donc en unité Covid. Elle a été absente 10 jours donc à l'hôpital de Dole. Elle a été absente 10 jours parce que son enfant était Covid. Elle a le droit à une demi-prime parce qu'il lui manque une journée. Une journée qui lui manque pour toucher sa prime complète. Et elle n'était pas en télétravail, elle n'était pas dans un service un peu où c'était quand même pas... Voilà, elle était en première ligne, elle a été épuisée. Elle est aujourd'hui écœurée, mais écœurée pourquoi? Parce qu'elle s'est donnée à fond, comme tout ici, là. Elle s'est donnée à fond, elle n'a pas eu le choix, son enfant donc a été déclaré donc suspecté Covid, donc elle l'a gardé à la maison, elle n'a pas pu faire autrement, et on lui enlève donc sa demi-prime. Enfin, pour moi, déjà, ça c'est un scandale. Donc, je vous le dis, bon, mais je ne fais pas que vous le dire, je vous demande à un moment donné d'avoir un regard sur cette situation. Donc c'est M. Michel Gerbeau donc, qui l'a assisté donc, auprès du directeur. Donc elle a été reçue auprès du directeur. Donc je vous demande de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là. Donc maintenant voilà, moi 20 ans, j'ai de 93 on va dire à aujourd'hui, j'ai vécu l'hôpital, un lieu qui était à la fois où on pouvait être soigné, être apaisé, donc être pris en charge par rapport aux pathologies, d'être soulagé. À l'heure d'aujourd'hui, l'hôpital, c'est une usine. C'est des personnels qui courent tout le temps, des personnels qui gardent toujours le sourire. Même crispés, ils gardent le sourire, ils disent toujours oui. Oui, on arrive, monsieur, on arrive. Ils mettent 20 minutes pour venir. Ils mettent 20 minutes pour venir parce que voilà, il n'y a pas assez de personnel, on le sait, on le sent. Et puis, les gens sont alors à la fois épuisés parce que bon, moi en 20 ans, je vois des personnels vieillissants et j'ai le malheur d'aller souvent dans les mêmes services. Donc moi j'ai vu des filles partir à la retraite. Il y a 20 ans, je les voyais partir à la retraite avec la larme à l'œil, elles étaient complètement investies dans leur boulot. Elles perdaient une part de leur vie en partant en retraite. Alors d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir comment on les voit, il y a un sourire qui est tendu. Il y a même, elles sont soulagées, puis à la fois elles se disent, les filles, qu'est-ce que... voilà, est-ce que mon poste va être remplacé? Parce qu'en 20 ans, c'est ça aussi. En 20 ans, c'est des dizaines de retraités qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. C'est des matériels, Moi, par exemple, au niveau de l'hôpital de Dole, on a fermé la réanimation, puisqu'on est en plein Covid, on peut en parler. Il y avait 8 lits. Il y avait 8 lits de réanimation. On a également fermé les soins intensifs de cardio. Il y avait encore 6 respirateurs. Ça nous fait 14 respirateurs en moins sur l'hôpital de Dole. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on a des cas Covid, on arrête les opérations parce que les seuls respirateurs qu'on ait, c'est ceux de la salle de réveil. Donc, ça veut dire qu'avant, on avait potentiellement 19 respirateurs à l'hôpital de Dole. Donc voilà, je pense qu'on n'aurait pas été obligé de confiner, de faire des tas de choses, des tas de mesures, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital de Dole qui est concerné, je pense que c'est toute la France comme ça. On a supprimé des moyens, on a supprimé des personnels, on n'a pas remplacé les départs en retraite, on a découragé des médecins, on a démotivé l'hôpital de Dole, on manque de médecins, de chirurgiens, les gens partent. Pourquoi? Avant l'hôpital, le directeur, il entendait les médecins, les cadres de santé, tous ces gens-là se concertaient et voyaient ce qu'on pouvait faire pour améliorer les choses. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus ce dialogue-là. Aujourd'hui, il y a vous qui êtes là pour fixer les règles. Et les directeurs d'hôpitaux sont un peu comme vous, ils sont comptables des directives qu'on leur donne. Il y a un cadre, et voilà, vous avez temps, vous vous débrouillez avec ça. Et comme je vous disais, j'ai été soignant aussi. Donc 93, avant donc, ma première fracture, j'ai été aide-soignant. Allez, fallait pas mettre les deux pieds dans le même sabot, mais le travail n'était pas du tout le même. Moi, j'avais le temps de faire 2 douches
par jour, en plus des toilettes. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, vous savez quoi? C'est une douche par semaine. Une douche par semaine et par patient. Voilà. C'est des personnels qui sont usés, bon, moi je les vois boiter, je les vois grincer des dents, mais c'est pas du théâtre que je vous fais là, hein, c'est vraiment du vécu, du ressenti. Mais les gens sont épuisés. Si on ne remet pas vite du personnel dans les hôpitaux, on va à la catastrophe. Et d'ailleurs, la catastrophe, on est en plein dedans. 100 000 lits qu'on a enlevés au niveau national. Je ne vous dis pas le nombre de postes de réanimation, le nombre de médecins anesthésistes, le nombre d'infirmiers spécialisés qui ont été supprimés. Oui, là, on est en pleine catastrophe. Et oui, ce gouvernement, il a en droit de se faire du souci, puis nous demander de nous confiner, de faire des efforts. Parce que s'il y avait eu tous ces moyens-là n'avaient pas été supprimés, ils seraient là aujourd'hui, et ben on n'en serait pas dans cette situation-là. Et moi, c'est quand même, je voudrais juste finir par ça. J'ai l'impression que, c'est mon impression, l'ARS, elle est là, donc elle a les directives du gouvernement, vous avez des textes à appliquer, vous avez des chiffres, des grilles de chiffres à faire respecter, vous faites le boulot. Mais est-ce que vous donnez les informations de terrain? C'est-à-dire, est-ce que vous remontez au ministère les difficultés que vous rencontrez dans tel et tel endroit? Est-ce que vous avez des leviers? Est-ce que vous avez des moyens pour nous dire, ah ben, attendez, nous par exemple ici, on a tel problème dans l'hôpital, dans tel hôpital, donnez vite des moyens. Voilà. Et c'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que, voilà, il n'y a aucune transparence. On a l'impression que ça va que dans un sens, dans le saccage, dans le saccage dans le saccage de la santé publique. Parce qu'en compensation, on voit ce qui arrive derrière avec les établissements privés, les cliniques et tout ça qui sont là pour prendre la relève. Pourquoi faire? Pour faire des économies, bien sûr. Voilà. Donc moi, je me dis, est-ce que vous avez un levier? Est-ce que vous avez une parole qui est entendue du ministère par rapport à ce qui se passe chez nous? Voilà, merci. J'entends beaucoup de choses. Ah oui. Mais j'ai concentré. Hein. Oui, non, mais j'en ai pris plusieurs à la volée. Déjà, la problématique, la question du rôle de l'ARS. Bien sûr, l'ARS a un rôle de tutelle. Tutelle pour décliner une stratégie nationale, pour décliner des réformes, que ce soit des réformes pour construire des GHT, pour engager le virage de l'hôpital, etc. Donc là, on est en charge de l'appliquer, mais surtout de plus en plus de l'accompagner. C'était un rôle un peu plus régalien avec les ARH aussi, où là ça tombait de manière un peu plus verticale. C'est moins le cas. Enfin, moi, pour avoir connu cette époque-là et maintenant, on est quand même plus dans une approche d'accompagnement, de co-construction avec les acteurs, que de faire descendre les choses. Alors de temps en temps, on en subit, type ce genre de réforme, de revalorisation, etc. Où là, je dirais qu'on est quasiment peu consulté sur combien, comment le faire, et sur la mise en application. Et c'est après que ça se joue. Alors c'est un peu paradoxal, mais on l'a dit tout à l'heure, on commence à descendre un bloc, là ça rue dans les brancards un peu, ça remonte, on s'en fait les porteurs, on rassemble tout ça, on le fait remonter, et moi je l'ai vu à plusieurs reprises sur des sujets, et si ça remonte de plusieurs régions, ça commence à clignoter chez eux là-haut, et là du coup on est convié à des réunions avec la DGOS ou des choses comme ça, et on dit, bah non, ça va pas, là, vous avez oublié les aides-soignants, vous avez dans les urgences, vous avez oublié les gens qui étaient en psychiatrie et qui travaillent pour les urgences. Ça a été le cas lors de la prime, la précédente prime. Donc moi, on l'a tout de suite fait remonter. En plus, connaissant ce système, on dit, mais attendez, là, on arrose que la moitié des gens qui bossent pour les urgences. Et il y avait aussi, j'avais reçu vos collègues qui étaient sur tout ce qui est IRM, etc. On dit, mais attendez, on bosse à 90% pour les urgences. Et nous, on n'a rien. Donc on a fait remonter et il y a eu des ajustements qui ont été faits. Donc si, il y a bien quand même ce niveau entre l'articulation. Donc ce que vous faites, c'est pas vain. Et ces remontées, elles ne sont pas vaines, parce que nous, on les porte, et quand il y en a plusieurs, elles ont plus de poids, et voilà, donc il faut que... C'est important. Ce que j'entends aussi, c'est pas assez de personnel. Effectivement, on est rentré, vous le savez, depuis la T2A, dans une politique qui est un petit peu comptable, et là, il y a quand même des réflexions pour que ce part de tarification à l'activité, elle diminue. Alors elle ne sera pas enlevée, hein, c'est le Premier ministre précédent
qui l'a dit, non, on ne passera pas à 0 T2A, on va descendre aux alentours de 50%, et l'autre partie sera plutôt sur une partie qualitative. Alors ça reste encore à définir qu'est-ce que c'est que la qualité. On sait qu'il y a des comptes qualité dans les établissements qui prennent en compte la satisfaction des usagers quand même, la qualité des soins, la sécurité des soins, etc. Donc il y aura plusieurs composants, et depuis 2 ans déjà, c'est valorisé dans les établissements. C'est les IFAC, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est tous ces indicateurs de qualité qui sont transformés tout simplement en monnaie sonnante et trébuchante pour les établissements quand ils remplissent les objectifs. Donc on est bien dans cette tendance, et on voit qu'on arrive un peu au bout d'un système où on a voulu faire que du tout activité. Donc ça c'est un premier point. Pour le CH de Dole, c'est vrai que la situation est un petit peu difficile, donc, vous le savez, avec un projet qui doit, je dirais, arriver à relancer un petit peu Dole. C'est une situation où quand il n'y a pas d'argent, c'est toujours difficile. Donc là, bon, par contre, ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y a le plan d'investissement et le plan de reprise de la dette. Donc là, c'est pareil, c'est en train d'être travaillé au niveau de l'agence parce qu'on n'a pas encore les consignes de savoir comment on va répartir cette absorption de dette. Et puis, cet investissement, ce qui est lié d'ailleurs, hein, c'est comment remettre un peu à flot l'établissement, mais qu'il ait aussi un projet de développement, d'investissement, pour qu'il puisse derrière, que ce ne soit pas à perte qu'on mette cet argent. Donc ça, c'est aussi en cours en ce moment. Ça va permettre, je pense, de relancer. Donc ça aussi, c'est un point qui devrait remettre un petit peu à flot les établissements. On parlait de matériel tout à l'heure. Un plan d'investissement, c'est là que ça va se sentir. Donc voilà. Et puis, sur ce que vous abordiez sur le Covid et la reprogrammation, là, clairement, vous l'avez entendu, on n'est plus dans l'optique de dire vous arrêtez tout, vous levez les mains, vous faites du Covid. On essaye au maximum de conduire les établissements à maintenir quand même l'activité programmée. Et surtout qu'on était à peine dans du rattrapage de ce qui n'avait pas été fait à la première vague. Donc on est là-dedans. La situation se tend un peu là. Mais il va falloir de toute façon que les gens puissent jouer sur les 2 tableaux, dans un contexte où on aura moins de renforts aussi qu'en première vague, puisque toutes les régions vont être touchées. Et donc les renforts entre régions, on s'aperçoit que le vivier de renforts, il est quand même moindre qu'en première vague. Donc c'est délicat, parce que je partage en toute transparence hein, les points positifs et négatifs, mais on essaye de maintenir quand même les établissements dans le fait de ne pas trop déprogrammer. Ils râlent aussi un peu hein, d'ailleurs, hein, et on les enjoint à faire une organisation territoriale aussi, en disant voilà, s'il y en a un qui se consacre un peu plus sur le Covid, en contrepartie, il va falloir que vous trouviez des partenaires, alors privés ou publics, mais avec qui vous allez pouvoir assurer quand même le cancer, les maladies chroniques et tout ce qui n'a pas été fait depuis un petit moment. Oui, mais ne pas oublier, parce que ça c'est quand même un point important que je vous ai donné, 14 postes de réanimation supprimés sur l'hôpital de Dole depuis des années, 8 en réa, 6 en soins intensifs de cardio. Ça veut dire que quand même, si on avait eu encore ces 14 postes, c'était pas question de supprimer des opérations, puisque là maintenant on aura besoin des salles de réveil pour réanimer des gens, pour mettre les gens sur réanimation. Et ce qui se passe à Dole, c'est passé partout en France. Partout en France, il y a eu des postes de réanimation qui ont été supprimés, des suppressions de personnel, des suppressions de médecins réanimateurs, d'infirmiers réanimateurs. Voilà. Donc là, tout ça, ça aggrave, si vous voulez. Et je suis persuadé que si on avait eu les mêmes conditions, on soit dans les mêmes conditions qu'il y a 20 ans, on aurait eu un Covid il y a 20 ans, on assumait mieux, on pouvait mieux. Bon, effectivement, ça va être compliqué. Mais ça serait moins compliqué, ça serait moins, on serait moins dans le bricolage que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence en permanence. Dès qu'il y a un petit rebond, on est tout de suite dans l'urgence. Voilà. C'est les 14 postes, moi, qui me posent souci. Qu'est-ce qu'on va faire de nos accidentés de la route? Qu'est-ce qu'on va faire des personnes qui vont... parce que bon, l'ambulatoire, c'est simple, c'est sur rendez-vous. Quand on a un accident, quand on a un AVC, quand on a quoi que ce soit, un accident de la vie ou un accident de la route, on ne prend pas rendez-vous. Donc ces gens-là, moi j'ai aussi été dans l'urgence, j'ai été ambulancier. Les minutes comptent. Alors c'est bien beau de dire qu'il y a un hélicoptère on fait l'hélico entre Dole-Dijon et Dole-Besançon. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que quand il y a du brouillard, quand c'est du brouillard givrant, quand il y a des grands vents, quand il y a de l'orage, on ne décolle plus. Donc voilà, c'est des vies. Et moi je déplore qu'on réagisse trop en statistiques, en chiffres à virgule, alors que l'humain, on est des unités à part entière. J'entends votre argument, mais c'est vrai que le système de santé, il y a 20 ans,
on avait un petit peu de, entre guillemets, de mou. Des moyens, et on oui. s'était dit, oui, ben voilà, on a du mou, comme ça on pourrait absorber quand il y a un besoin, etc. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément non plus les moyens de cette largesse. Alors après, tout l'enjeu maintenant, c'est effectivement d'avoir de la souplesse aussi, de ne pas être à flux tendu, comme on l'a été un peu là. Là, on s'est aperçu quand même que effectivement, on n'était pas capable non plus d'absorber. Bon, c'est pas un petit pic non plus, mais c'est quand même une grosse vague. On n'était pas vraiment préparé à ça pendant la première vague. Donc je pense que là, il y a une approche à l'avenir qui est de ne pas travailler trop largement parce qu'on n'en a plus les moyens, de ne pas non plus être à flux tendu et de ne pas pouvoir bouger la moindre chose, mais de pouvoir aussi avoir la souplesse, de pouvoir s'adapter et de prendre une vague telle qu'on vient de la vivre. Quant à la fermeture, je dirais, des blocs un petit peu dans beaucoup d'établissements, vous l'avez dit, périphériques, ça avait aussi une autre philosophie. C'était le fait que les gros établissements pourraient avoir une surspécialité et quand effectivement vous aviez un accident de la route, si vous étiez autour de Dole ou si vous étiez même au fin fond du Jura avec un petit établissement ailleurs, vous n'aviez pas la même chance en étant pris par le chirurgien quand même là-bas, qui en faisait un tous les je ne sais combien, que le CHU. Donc là, l'idée, elle n'était pas de rapprocher l'expertise de tout le monde, parce que ça, on n'en a pas forcément les moyens, et après, elle baisse en qualité, parce que les gens ne font pas suffisamment d'intervention. Elle était plutôt d'offrir à tout le monde le même niveau, un niveau d'expertise dans les CHU ou dans les sites de recours, pour pouvoir être bien pris en main, que vous soyez au fin fond effectivement du Jura, du Haut-Doubs, ou si vous êtes à Besançon. Donc c'était ça aussi l'approche. On ne pouvait pas non plus se permettre après d'avoir des chirurgiens polyvalents très loin dans les territoires, avec une qualité qu'on savait, bon, il y a un risque quand même, hein. Enfin, je veux dire, il y a eu quand même des choses, vous bouquiez la main avec la botte tondeuse, les gens disaient au bout d'un moment, bah non, je ne veux pas aller là, je préfère quand même aller à Besançon. Donc ça répondait quand même aussi à cette problématique, avec après l'ambulatoire qui arrive et qui lui ne s'adresse pas aux mêmes problématiques, et qui là par contre rapproche la petite chirurgie entre guillemets de tous les territoires, et là, bon, que ce soit une cataracte, que ce soit un acte plutôt bénin, bah, vous pouvez l'avoir, vous rentrez le matin, vous sortez le soir. C'est celle qui rapporte. Celle qui rapporte en définitive. Alors, oui, du côté, ça a été promu, puisqu'en fait c'était dans la politique. Donc oui, vous dites ça rapporte, mais c'est logique, puisque la politique, avec la T2A, vous savez, tous les ans, on modifie les tarifs et on dit, bah ça, tiens, on va monter le tarif, parce qu'on a envie qu'il y en ait plus, parce qu'on sent qu'il y a un besoin supplémentaire. Donc, oui, vous avez raison aussi, ça rapporte plus, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on voulait le diffuser au plus près des territoires aussi. Donc d'un autre côté, ça se comprend. Mais je suis d'accord, on est arrivé à une contraction où on voit les limites actuellement. Donc,